5 personnes sont entrées dans le manoir cette nuit-là, mais seulement 4 en sont sorties vivantes. Bonsoir mes chers détectives amateurs. Ce soir, je vous emmène dans l'une des affaires les plus troublantes jamais résolues par le légendaire Hercule Poirot. Un meurtre impossible, une tempête de neige qui piège les suspects et un secret de famille qui changera tout ce que vous croyez savoir sur cette histoire. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville nous regardez-vous ce soir. Et surtout, qui pensez-vous être le coupable? Le majordome? L'héritière? Ou peut-être la victime elle-même n'est pas celle qu'on croit. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à plonger dans le mystère du manoir Marsdon. La neige tombait en épais flocons sur le manoir Marsdon, cette imposante demeure victorienne, perdue dans la campagne anglaise, à quelques kilomètres du village de Wexley. C'était le soir du 15 décembre 1935, et une invitation mystérieuse avait réuni 5 personnes dans ce lieu isolé. Lord Edmund Marsdon, le propriétaire septuagénaire, avait convoqué ses héritiers pour ce qu'il appelait une annonce capitale concernant l'avenir de la famille. Le ton de la lettre était grave, presque menaçant, et personne n'avait osé refuser cette convocation. Hercule Poirot, le célèbre détective belge, se trouvait là par le plus grand des hasards. Son ami, le capitaine Hastings, avait été invité à passer le week-end dans le manoir voisin, et une panne de voiture les avait contraints à chercher refuge chez les Marsdon. Lord Edmund, amateur de romans policiers, avait été ravi d'accueillir le fameux détective et avait insisté pour qu'il reste dîner. Poirot avait accepté avec sa courtoisie habituelle, ignorant qu'il serait bientôt plongé dans l'une de ses affaires les plus complexes. Les invités s'étaient rassemblés dans le grand salon, aux boiseries sombres. Lady Vivienne Marsdon, la nièce du lord, était une femme élégante d'une 40aine d'années, vêtue d'une robe de soirée émeraude qui accentuait ses yeux verts perçants. Elle sirotait un verre de sherry avec une nonchalance étudiée, mais son regard ne cessait de parcourir la pièce avec inquiétude. À ses côtés se tenait son fils, Oliver, un jeune homme de 25 ans, aux traits aristocratiques, qui tambourinait nerveusement sur l'accoudoir de son fauteuil. Le docteur Marcus Bellamy, médecin personnel de Lord Edmund depuis 15 ans, se réchauffait près de la cheminée. C'était un homme corpulent, au visage rubicond, aux manières joviales, qui cachait mal une certaine tension. Il échangeait des banalités avec Miss Agatha Thornbury, la secrétaire du lord, une femme d'âge mûr au visage sévère et aux lunettes cerclées d'acier. Elle tenait un carnet de notes serré contre sa poitrine, comme s'il contenait les secrets les plus précieux du monde. Enfin, il y avait James Caldwell, le majordome, qui supervisait le service avec une efficacité irréprochable, au service de la famille Marsdon depuis 30 ans. Il connaissait chaque recoin du manoir, chaque secret, chaque non-dit. Son visage impassible ne trahissait aucune émotion, mais Poirot, avec son sens aigu de l'observation, remarqua que ses mains tremblaient, légèrement, lorsqu'il versa le porto. À 20 heures précises, Lord Edmund fit son entrée. C'était un homme grand et maigre, au dos voûté par l'âge, mais dont le regard gris acier conservait toute sa vivacité. Il s'appuya sur sa canne en ébène et balaya l'assemblée du regard. Le silence se fit instantanément. Il y avait dans son expression quelque chose de terrible, un mélange de colère et de tristesse qui glaça l'atmosphère. Poirot sentit immédiatement que cette soirée ne se déroulerait pas comme prévu. « Mes chers amis, mes chers proches », commença Lord Edmund d'une voix rauque, « je vous ai réunis ce soir car j'ai découvert une vérité qui change tout. L'un d'entre vous m'a trahi de la manière la plus ignoble qui soit. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Lady Vivienne pâlit visiblement. Le docteur Bellamy faillit lâcher son verre. Avant minuit, j'annoncerai publiquement l'identité du traître et les conséquences de ses actes. Que celui qui a une conscience se prépare à affronter la justice. Sur ces mots terribles, Lord Edmund tourna les talons et quitta le salon,
laissant derrière lui un silence pesant. Personne n'osa parler pendant plusieurs minutes. Poirot observait attentivement chaque visage, chaque réaction. Il vit la peur dans les yeux d'Oliver, la colère contenue de Lady Vivienne, l'angoisse du docteur Bellamy. Miss Thornbury restait de marbre, mais ses doigts serraient le carnet avec une force presque convulsive. Quant à Caldwell, il avait discrètement quitté la pièce. Le dîner fut servi à 21h, mais Lord Edmund ne descendit pas. À 22h30, inquiète de cette absence, Miss Thornbury monta frapper à la porte de sa chambre. N'obtenant pas de réponse, elle fit appeler Caldwell. Ensemble, ils ouvrirent la porte et découvrirent une scène qui les figea d'horreur. Lord Edmund Marston gisait sur le sol de sa chambre, une dague plantée dans le dos, baignant dans une mare de sang. La fenêtre était grande ouverte, laissant entrer la neige et le vent glacial. Le mystère du manoir Marston venait de commencer. Le cri de Miss Thornbury résonna dans tout le manoir, faisant accourir les invités. Poirot fut le premier à arriver, suivi de près par le capitaine Hastings. Le détective belge s'arrêta net sur le seuil de la chambre, levant une main autoritaire pour empêcher quiconque d'entrer. « Personne ne doit toucher à rien », déclara-t-il d'une voix ferme. Son regard perçant balaya la scène avec une attention méticuleuse. Cette chambre allait lui livrer ses secrets. Il en était certain. La pièce était celle d'un homme d'ordre et de tradition. Un lit à baldaquin massif occupait le centre, son édredon bordeaux parfaitement tendu. Un bureau en chêne près de la fenêtre croulait sous les papiers et les livres de compte. La cheminée était éteinte, laissant régner un froid mordant, accentué par la fenêtre ouverte. Des flocons de neige s'étaient accumulés sur le rebord, formant une petite congère qui commençait à fondre sur le tapis perçant. Le corps de Lord Edmund gisait face contre terre, à mi-chemin, entre le bureau et la porte, comme s'il avait tenté de fuir son agresseur. Le docteur Bellamy se fraya un chemin, sa trousse médicale à la main. « Laissez-moi examiner le corps », dit-il d'une voix tremblante. Poirot acquiesça d'un signe de tête, mais resta à l'observer attentivement. Le médecin s'agenouilla près du cadavre, prit le pouls par réflexe professionnel, puis examina la blessure. La dague était enfoncée entre les omoplates, jusqu'à la garde. « Il est mort », annonça-t-il inutilement. « Depuis environ 1 heure, je dirais. Le coup a été porté avec une grande force, directement au cœur. La mort a dû être presque instantanée. » Poirot s'approcha lentement, les mains derrière le dos, se penchant pour observer sans toucher. La dague était un objet remarquable, une pièce de collection avec un manche en ivoire, sculpté représentant un dragon. Il reconnut l'arme. Elle provenait de la collection d'objets orientaux exposée dans la bibliothèque du rez-de-chaussée. « Intéressant, » murmura-t-il. « L'assassin n'a pas apporté son arme. Il l'a prise ici, dans le manoir. C'était donc un crime spontané. Ou quelqu'un qui voulait le faire croire. » Le capitaine Hastings, carnet en main, notait frénétiquement chaque détail. « Regardez la fenêtre, Poirot, » dit-il. « Elle est ouverte. L'assassin est peut-être entré et sorti par là. » Le détective secoua la tête avec un petit sourire. « Mon cher Hastings, regardez la neige sur le rebord. Elle n'est pas dérangée, sauf par la chute naturelle des flocons. Personne n'est passé par cette fenêtre. Non. Elle a été ouverte après le meurtre, probablement pour faire croire à une entrée extérieure. » Lady Vivienne apparut dans l'encadrement de la porte, le visage livide. « Mon Dieu, c'est horrible !» murmura-t-elle, portant une main à sa bouche. Oliver tenta de la retenir, mais elle repoussa son bras et avança d'un pas. Qui a pu faire une chose pareille? Nous étions tous en bas. Sa voix se brisa et elle fondit en larmes. Miss Thornbury, toujours pragmatique malgré le choc, lui tendit un mouchoir et la guida vers une chaise dans le couloir. Poirot examina le bureau minutieusement. Les papiers étaient en désordre, comme si quelqu'un les avait fouillés rapidement. Un tiroir était ouvert, son contenu partiellement répandu sur le sol. « On cherchait quelque chose », observa le détective. « Mais quoi? Un document? De l'argent? Un secret ?» Il remarqua alors
un détail crucial. Une lettre à moitié cachée sous le buvard. Il la saisit délicatement par un coin et la lut. Son expression devint grave. La lettre était adressée à Lord Edmund et portait la date du jour même. Elle contenait une menace voilée, signée d'une simple initiale, V. Le majordome Caldwell se tenait dans le couloir, droit comme un piquet, malgré la pâleur de son visage. Poirot s'approcha de lui. « Monsieur Caldwell, quand avez-vous vu Lord Edmund pour la dernière fois ?» Le majordome réfléchit un instant. « À 20h15, monsieur. Je lui ai apporté son cognac habituel dans sa chambre. Il m'a congédié presque immédiatement, disant qu'il ne voulait pas être dérangé avant minuit. » Poirot hocha la tête pensivement. « Et vous n'avez rien entendu d'inhabituel après cela ?» Caldwell secoua la tête. « Non, monsieur. J'étais à l'office avec le personnel. Nous avons tous entendu le cri de Miss Thornbury. » Poirot se tourna vers l'assemblée réunie dans le couloir. Tous les suspects étaient là, leur visage reflétant un mélange de peur, de choc, et chez certains, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Le détective belge lissa sa moustache caractéristique, signe qu'il réfléchissait intensément. « Mesdames, messieurs, déclara-t-il d'une voix claire, personne ne quittera ce manoir cette nuit. La tempête nous isole de toute façon. Les routes sont impraticables. Demain matin, nous contacterons la police. En attendant, je mènerai ma propre enquête. L'assassin est parmi nous, et je vous promets que je découvrirai la vérité. » Le salon était devenu une salle d'interrogatoire improvisée. Poirot avait demandé à chacun de raconter précisément où il se trouvait, entre 20h et 22h30, moment présumé du meurtre. Il s'était installé dans le fauteuil préféré de feu Lord Edmund, un geste symbolique qui n'échappa à personne. Le capitaine Hastings prenait des notes, tandis que les autres attendaient nerveusement leur tour dans la pièce adjacente. La tension était palpable, chacun se méfiant désormais de son voisin. Lady Vivienne fut la première interrogée. Elle s'assit avec grâce, mais Poirot remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Madame, veuillez me raconter votre soirée après le départ de Lord Edmund du salon. » demanda-t-il doucement. Elle inspira profondément. « Après son terrible discours, je suis resté au salon. J'étais bouleversé. Oliver est resté avec moi pendant environ 20 minutes, puis il est sorti fumer sur la terrasse couverte. J'ai bavardé avec le docteur Bellamy. Nous avons joué aux cartes pour passer le temps. Nous étions ensemble jusqu'à ce que Miss Thornbury crie. « Personne ne peut donc confirmer votre présence constante au salon ?» interrogea Poirot, levant un sourcil. Lady Vivienne hésita. « Eh bien, je suis monté me repoudrer le nez vers 21h30. Pendant environ 10 minutes. Ma chambre est au 2e étage, l'aile ouest. » Le détective nota mentalement cette information. 10 minutes, suffisant pour monter au 3e étage où se trouvait la chambre de Lord Edmund, commettre le meurtre et redescendre. Et cette lettre signée V, que j'ai trouvée sur le bureau de la victime, qu'en savez-vous? Lady Vivienne pâlit considérablement. Je lui ai effectivement écrit. Mais ce n'était pas une menace, monsieur Poirot. C'était un avertissement. Elle expliqua que Lord Edmund avait investi tout son capital dans une entreprise minière douteuse, conseillée par quelqu'un en qui elle n'avait pas confiance. Elle avait voulu le mettre en garde contre cette personne qu'elle soupçonnait d'escroquerie. « Qui était cette personne ?» demanda Poirot avec intérêt. « Le docteur Bellamy », répondit-elle à voix basse. Mon oncle lui faisait une confiance aveugle, mais j'avais découvert que le bon docteur avait des dettes de jeu considérables. Je craignais qu'il ne manipule mon oncle pour son propre bénéfice. Cette révélation jeta une lumière nouvelle sur l'affaire. Oliver fut interrogé ensuite. Le jeune homme était visiblement nerveux, passant constamment une main dans ses cheveux blonds. « Monsieur, où étiez-vous entre 20h et 22h30 » Oliver raconta qu'après être resté avec sa mère au salon, il était sorti fumer sur la terrasse, couverte à l'arrière du manoir. J'avais besoin d'air. Le discours de grand-oncle Edmund m'avait perturbé. Je savais qu'il faisait allusion à moi. Poirot se redressa, intéressé.
Et pourquoi donc, monsieur? Oliver baissa les yeux. J'ai emprunté de l'argent, beaucoup d'argent, à un prêteur peu recommandable. Grand-oncle l'avait découvert et m'avait menacé de me déshériter. Combien de temps êtes-vous resté dehors? Continua Poirot. Environ 1 heure. Il faisait un froid terrible, mais je ne voulais pas affronter les regards. Personne ne peut confirmer ma présence sur la terrasse. Le jeune homme réalisa soudain l'implication de ses paroles. Mais je n'ai pas tué grand-oncle Edmond, je le jure. Oui, j'avais des dettes, oui, j'aurais perdu mon héritage, mais je ne suis pas un meurtrier. Sa voix monta d'un cran, trahissant sa panique. Poirot le calma d'un geste apaisant, mais nota mentalement qu'Oliver avait un mobile puissant et aucun alibi. Le docteur Bellamy entra avec assurance, mais Poirot perçut une nervosité sous-jacente. Le médecin confirma avoir joué aux cartes avec Lady Vivienne, mais admit s'être absenté pour aller chercher son étui à cigarette dans sa chambre vers 22 heures. J'ai été absent environ 15 minutes, précisa-t-il. Ma chambre est au 2e étage, l'aile est. Poirot fronça les sourcils. 15 minutes pour aller chercher un étui à cigarette? C'est bien long, docteur. Bellamy rougit légèrement. J'en ai profité pour me rafraîchir et j'ai bu un verre dans ma chambre. Cette soirée était éprouvante. Parlez-moi de vos dettes de jeu, docteur, dit soudain Poirot. Le médecin sursauta violemment. Comment? Qui vous a dit? Il se ressaisit, essuyant la sueur sur son front. Très bien. Oui, j'ai des dettes. J'ai eu quelques revers au casino. Mais Lord Edmond ignorait tout de ma situation financière. Je n'avais aucune raison de le tuer. Poirot le fixa intensément. Vraiment? Pourtant, Lady Vivienne affirme que vous avez conseillé à Lord Edmond un investissement douteux. Touchiez-vous une commission sur cette transaction? Le docteur Bellamy ne répondit pas immédiatement, confirmant indirectement l'accusation. Miss Thornbury fut interrogée avec la même minutie. La secrétaire expliqua avoir passé la soirée dans le petit bureau adjacent à la bibliothèque, à classer des documents urgents pour Lord Edmond. Je travaille souvent tard, le soir. Monsieur Marsden était très exigeant concernant l'ordre de ses papiers. Poirot demanda si quelqu'un pouvait confirmer sa présence. Elle secoua la tête. Non, monsieur, je travaillais seul, mais je n'ai aucun mobile pour tuer Lord Edmond. Il me versait un excellent salaire et me traitait avec respect. Cependant, Poirot remarqua qu'elle serrait toujours son carnet contre elle, comme si elle cachait quelque chose de précieux ou de compromettant. Enfin, ce fut au tour de Caldwell, le majordome. Il confirma avoir passé la soirée à l'office avec les domestiques, supervisant le nettoyage après le dîner. Nous étions 4, la cuisinière, 2 femmes de chambre et moi-même. Ils peuvent tous confirmer ma présence. C'était l'alibi le plus solide jusqu'à présent. Mais Poirot n'était pas satisfait. Monsieur Caldwell, en 30 ans de service, vous avez certainement accumulé de nombreux secrets sur la famille Marsden. Lord Edmond était-il au courant de quelque chose qui aurait pu vous compromettre? Le majordome pâlit, mais garda son sang-froid. Lord Edmond était un homme juste. S'il avait eu quelque chose à me reprocher, il me l'aurait dit en face. Je n'ai rien à cacher, monsieur Poirot. Le lendemain matin, la neige avait cessé de tomber, mais les congères rendaient toujours les routes impraticables. Poirot se leva tôt et commença ses investigations dans la bibliothèque du manoir. C'était une vaste pièce, aux murs tapissés de livres du sol au plafond, avec une grande table de lecture au centre. Il cherchait le vide laissé par la dague orientale, mais plus importante encore, il espérait découvrir des indices sur les secrets de la famille Marsden, car il était convaincu que ce meurtre prenait racine dans le passé, peut-être lointain. Le capitaine Hastings le rejoignit avec une théière et des tasses. « Vous avez veillé tard, mon ami, » remarqua-t-il. « Avez-vous progressé ?» Poirot versa le thé avec soin, ajoutant 2 morceaux de sucre dans sa tasse. « J'ai réfléchi, Hastings. Ce crime présente plusieurs aspects troublants. Primo, la dague provenait de cette pièce, mais personne ne l'a vue être prise. Secundo, la fenêtre ouverte était une mise en scène. Tertio,
Chacun des suspects avait un mobile et une opportunité. Il sirota son thé pensivement. Mais il y a quelque chose qui m'échappe, encore. Un élément central qui explique tout. Miss Thornbury apparut à la porte de la bibliothèque, son éternel carnet sous le bras. « Monsieur Poirot, puis-je vous parler en privé ?» Le détective acquiesça et Hastings se retira discrètement. La secrétaire s'assit, le dos très droit. Mais son visage trahissait une profonde angoisse. « Je dois vous dire quelque chose. Quelque chose qui pourrait avoir son importance. » Elle ouvrit son carnet et en sortit une lettre jaunie par le temps. Lord Edmund m'avait confié ceci il y a une semaine. Il m'avait demandé de la garder en lieu sûr et de ne la remettre à personne, sauf en cas de sa mort. Poirot prit la lettre avec précaution. Elle datait de 1910, 25 ans auparavant. C'était une lettre d'amour passionnée, mais non signée. Elle était adressée à une certaine E, qui ne pouvait être que Edmund. L'auteur y exprimait un amour fou, mais également une profonde détresse face à un secret terrible. Cette personne, cette M, a eu un enfant illégitime, murmura Miss Thornbury. Lord Edmund était le père. Il a refusé de reconnaître l'enfant, pour ne pas ternir la réputation de la famille. La mère s'est suicidée peu après. L'enfant a été placé dans un orphelinat. « Savez-vous ce qu'est devenu cet enfant ?» demanda Poirot, son intérêt éveillé. Miss Thornbury secoua la tête. Lord Edmund a tenté de le retrouver il y a quelques années, rongé par le remords. Mais sans succès. Ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Elle baissa la voix jusqu'au murmure. « Monsieur Poirot, je crois qu'il l'avait retrouvé, et je crois que cette personne se trouve dans ce manoir. » Le détective comprit soudain. Le discours de Lord Edmund sur la trahison prenait un sens nouveau. Il ne parlait pas d'une escroquerie ou d'une dette. Il parlait d'identité, de mensonge, de vengeance. Lady Vivienne, qui l'interrogea ensuite, confirma cette hypothèse. « Mon oncle m'avait parlé de cette histoire, il y a quelques mois, » admit-elle. Il était bouleversé. Il disait avoir découvert que l'un de ses proches n'était pas celui qu'il prétendait être. Il pensait que cette personne était venue lui au manoir pour se venger de l'abandon dont elle avait été victime. Poirot demanda si elle savait de qui il s'agissait. Non, il refusait de me le dire. Il voulait des preuves absolues avant de révéler la vérité. C'est pour cela qu'il avait organisé cette réunion. Oliver, convoqué à son tour, fut moins coopératif. « Je ne sais rien de cette histoire d'enfant illégitime », affirma-t-il sèchement. Grand-oncle Edmund ne me parlait jamais de ce genre de choses. Il me considérait comme un vaurien irresponsable. Mais Poirot nota une lueur étrange dans ses yeux. Quelque chose entre la peur et le soulagement. « Vous êtes le fils de qui, monsieur Oliver ?» demanda soudain le détective. Le jeune homme parut surpris. « De Lady Vivienne, évidemment. Mon père était Lord Richard Croft. Il est mort quand j'avais 5 ans. » Mais Poirot avait remarqué une infime hésitation avant la réponse. Le docteur Bellamy, interrogé sur cette affaire, se montra plus loquace. Lord Edmund m'avait consulté d'un point de vue médical. Il voulait que je l'aide à établir une filiation par l'examen de certaines caractéristiques physiques. Je lui avais dit que c'était scientifiquement incertain, sans examen plus poussé. Il hésita, puis ajouta « Il semblait obsédé par une particularité, une marque de naissance, en forme de croissant, sur l'épaule gauche. Apparemment, la mère de l'enfant et Lord Edmund lui-même portaient cette marque. Il pensait que l'enfant l'aurait également. » Poirot se redressa vivement. Cette information était cruciale. Caldwell, questionné sur les habitudes de Lord Edmund et sa vie passée, révéla une autre pièce du puzzle. En 1910, monsieur, Lord Edmund était follement amoureux de la gouvernante, Miss Margaret Whitmore. C'était un secret de polichinelle parmi les domestiques. Elle est tombée enceinte et est partie soudainement. On disait qu'elle était retournée dans sa famille dans le Nord, mais personne n'a jamais plus entendu parler d'elle. Le majordome soupira. Quelques mois plus tard, on a appris qu'elle s'était jetée d'une falaise. Toute sa vie, Lord Edmund a porté le poids de cette tragédie.
Miss Thornbury apporta un dernier élément. Elle ouvrit un registre de comptes qu'elle avait conservé. Lord Edmund faisait des versements réguliers depuis 1912 à l'orphelinat St. Mary à Leeds. Officiellement, c'était de la charité, mais les sommes étaient toujours accompagnées d'une note demandant des nouvelles d'un enfant en particulier. L'enfant W, né en avril 1910. Elle montra les entrées à Poirot. Les paiements avaient cessé brutalement en 1920. J'ai fait des recherches. L'orphelinat a fermé en 1920. Tous les enfants ont été dispersés dans d'autres institutions. Impossible de retrouver la trace de cet enfant après cette date. Poirot rassembla toutes ces informations dans son esprit méthodique. Un enfant illégitime, abandonné, probablement élevé dans la pauvreté et la honte. Un enfant qui avait maintenant 25 ans. Un enfant qui portait peut-être une marque de naissance révélatrice. Un enfant qui avait suffisamment de rancœur pour tuer son père biologique. Le cercle des suspects se réduisait. Oliver avait 25 ans. Miss Thornbury aurait pu mentir sur son âge. Même Caldwell aurait pu dissimuler son passé. Mais lequel d'entre eux portait la marque révélatrice? Et surtout, lequel avait assez de haine pour commettre un meurtre? Poirot décida d'examiner plus attentivement les chambres des suspects, avec leur permission, ou pour certains, sans. La fouille d'une chambre pouvait révéler les secrets les plus intimes, et le détective belge savait que dans cette affaire, les secrets étaient nombreux. Il commença par la chambre d'Oliver, avec l'aide discrète du capitaine Hastings. Le jeune homme était sorti marcher dans les jardins enneigés, leur offrant une opportunité parfaite. La chambre était en désordre, des vêtements jetés négligemment sur les meubles, des bouteilles de whisky vides sous le lit. Dans le tiroir de la table de nuit, Hastings découvrit un paquet de lettres de menaces provenant d'un usurier nommé Silas Grimm. Les sommes réclamées étaient astronomiques. 5000 livres, une fortune. « Grand Dieu, Poirot !» s'exclama Hastings. Oliver était financièrement ruiné. S'il perdait son héritage, il était perdu. Le détective examina les lettres avec attention. La dernière datait de 3 jours avant le meurtre. Elle contenait une menace directe. « Si tu ne paies pas avant la fin du mois, je m'en prends à ta famille. » Cette menace avait-elle poussé Oliver à un acte désespéré? Mais ce fut dans l'armoire qu'ils firent la découverte la plus troublante. Dissimulée sous une pile de pulls, Poirot trouva une chemise d'homme tachée de sang. Le sang était sec, datant probablement de la nuit du meurtre. « C'est une preuve accablante », murmura Hastings. Mais Poirot secoua la tête. « Trop accablante, mon ami, trop évidente. Un meurtrier intelligent n'aurait jamais conservé une telle preuve dans sa propre chambre. Non. Quelqu'un essaie de faire porter le chapeau à Oliver. » La chambre de Lady Vivienne était l'opposé de celle de son fils. Ordonnée, élégante, parfumée d'un délicat arôme de lavande. Sur la coiffeuse, Poirot remarqua une photographie dans un cadre d'argent. Elle montrait une jeune Lady Vivienne, tenant un bébé dans ses bras. Mais le cliché avait été découpé, éliminant la présence d'une autre personne qui se tenait à ses côtés. « Curieux », murmura le détective. Il fouilla méthodiquement les tiroirs et découvrit, caché dans une boîte à bijoux secrète, un acte de naissance, celui d'Oliver, daté d'avril 1910. Mais quelque chose clochait. La date avait été manifestement altérée. « Hastings, regardez ceci », dit Poirot en montrant le document à son ami. L'encre utilisée pour le 1910 est différente de celle du reste du document. Et voyez ces marques au verso, comme si on avait effacé quelque chose. Il examina le papier à la lumière. Je crois que la date originale était 1908 et qu'elle a été changée en 1910. Hastings écarquilla les yeux. Mais cela signifierait qu'Oliver n'est pas... Poirot hocha gravement la tête. Exactement. Oliver aurait 27 ans, pas 25. Il ne pourrait donc pas être l'enfant illégitime de Lord Edmund et Margaret Whitmore. Dans la chambre du docteur Bellamy, ils découvrirent des preuves de ses problèmes financiers, des lettres de créanciers, des reconnaissances de dettes, des mises en demeure.
Mais plus intéressant encore, ils trouvèrent un carnet médical contenant des notes sur Lord Edmund. Le médecin y avait consigné que son patient souffrait d'une maladie cardiaque grave et n'avait probablement que quelques mois à vivre. Bellamy le savait, constata Poirot. Si Lord Edmund était mourant, pourquoi le tuer maintenant? À moins que... Il réfléchit intensément. À moins que Lord Edmund n'ait menacé de changer son testament immédiatement, avant sa mort naturelle. La fouille de la chambre de Miss Thornbury révéla une personnalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Sous le matelas, soigneusement caché, se trouvaient plusieurs romans d'amour et des poèmes passionnés, écrits de sa main. Tous parlaient d'un amour impossible, d'un cœur brisé, d'une vie sacrifiée. La pauvre femme, murmura Hastings avec compassion. Elle était amoureuse de Lord Edmund. Poirot acquiesça. Oui, et depuis longtemps, je pense. Voyez ces dates sur les poèmes. Certains remontent à 15 ans. Dans un tiroir fermé à clé, qu'il crocheta habilement, il découvrit une photographie de Lord Edmund, jeune, dédicacée. À ma chère Agatha, avec toute mon affection, Mais la découverte la plus stupéfiante se trouvait dans une enveloppe scellée, portant l'inscription « À n'ouvrir qu'après ma mort ». Poirot hésita un instant, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un certificat médical daté de 1920 attestait qu'Agatha Thornbury avait accouché d'un enfant mort-né en avril 1920. Le père n'était pas mentionné. « Mon Dieu !» murmura Poirot. « Elle aussi a perdu un enfant. » Un enfant de qui? De Lord Edmund? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qu'elle formait était de plus en plus sombre et complexe. Dans la chambre des domestiques, où logeait Caldwell, Poirot trouva peu de choses personnelles. Le majordome vivait avec une simplicité monacale. Cependant, dans une vieille malle, sous le lit, le détective découvrit des lettres jaunies datant de 1910. Elles étaient adressées à Jamie et signées Maggie, Margaret Whitmore. Caldwell connaissait Margaret, réalisa Hastings. Il correspondait. Poirot lut les lettres attentivement. Elles racontaient l'histoire d'une amitié d'enfance, puis d'un amour naissant, brutalement interrompu par l'arrivée de Margaret au manoir Marsdon et sa rencontre avec Lord Edmund. La dernière lettre, datée de mars 1910, était déchirante. Margaret y annonçait sa grossesse et son désespoir. Lord Edmund refuse de me reconnaître. Il dit que notre différence de classe rend tout mariage impossible. Je ne sais pas quoi faire, Jamie. Je suis seul et j'ai si peur. Le détective se rendit ensuite dans le bureau de Lord Edmund, où Miss Thornbury classait encore des documents, malgré le deuil. « Mademoiselle, j'ai besoin de voir le testament de Lord Edmund, » demanda-t-il. Elle hésita, puis sortit une enveloppe scellée d'un coffre-fort. Ce testament date d'il y a 5 ans, mais Lord Edmund m'avait dit il y a une semaine qu'il voulait le modifier. Il devait rencontrer son notaire le lendemain de la réunion. Poirot ouvrit l'enveloppe avec son autorisation et lut attentivement. Lady Vivienne héritait de la moitié de la fortune, Oliver d'un quart, et le reste était divisé entre diverses œuvres de charité. Le docteur Bellamy recevait une rente viagère. Et que voulait-il changer, selon vous? Interrogea Poirot. Miss Thornbury baissa les yeux. Il ne me l'a pas dit explicitement, mais il a mentionné qu'il voulait réparer une injustice ancienne et reconnaître enfin la vérité. Je pense qu'il avait l'intention de léguer une partie importante de sa fortune à l'enfant qu'il avait abandonné. Le mobile du meurtre devenait de plus en plus clair. Si les héritiers actuels apprenaient qu'un inconnu allait recevoir une grande partie de l'héritage, cela constituait un motif puissant de meurtre. Mais lequel d'entre eux avait eu le courage ou le désespoir de passer à l'acte? Poirot réunit tous les suspects dans le grand salon en fin d'après-midi. La neige avait enfin cessé et les routes commençaient à être dégagées. Mais le détective avait insisté pour que personne ne quitte le manoir avant qu'il n'ait fait une annonce importante. L'atmosphère était électrique.
Chacun regardait les autres avec méfiance, se demandant qui était le meurtrier parmi eux. Lady Vivienne se tenait près de la fenêtre, regardant fixement le paysage blanc. Oliver, assis dans un coin, buvait du whisky malgré l'heure matinale. Le docteur Bellamy ne cessait de s'essuyer le front. Miss Thornbury, impassible comme toujours, tenait son carnet serré contre elle. « Mesdames, messieurs !» commença Poirot, debout devant la cheminée. « J'ai mené mon enquête, et je suis maintenant en mesure de révéler l'identité du meurtrier de Lord Edmond Marsdon. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. « Mais avant cela, je dois vous raconter une histoire. L'histoire d'un enfant, né dans la honte, abandonné, élevé dans la pauvreté, qui a grandi avec une seule obsession, se venger de celui qui l'avait rejeté. » Les visages se tendirent. Cet enfant, c'était l'enfant de Lord Edmond et de Margaret Whitmore, née en avril 1910. Margaret Whitmore était une jeune gouvernante pleine de vie et d'espoir. Continua Poirot. Elle est tombée amoureuse de Lord Edmond, ou peut-être l'inverse. Toujours est-il qu'elle est tombée enceinte. Lord Edmond, soucieux de sa réputation et de sa position sociale, a refusé de la reconnaître et de reconnaître l'enfant. Margaret, désespérée, a quitté le manoir, quelques mois après la naissance, incapable de supporter la honte et la pauvreté. Elle s'est jetée d'une falaise. L'enfant a été placé dans un orphelinat. Les auditeurs écoutaient, fascinés et horrifiés. Cet enfant a grandi sans amour, sans famille, avec pour seule compagnie la connaissance de son abandon, poursuivit le détective. Mais cet enfant était intelligent. Il a survécu, s'est éduqué, a réussi à sortir de l'orphelinat. Et un jour, il a découvert l'identité de son père, Lord Edmond Marsdon, riche aristocrate vivant dans le luxe, pendant que son propre enfant souffrait. La haine a dû germer dans son cœur, une haine froide, patiente, qui a attendu le moment idéal pour frapper. Poirot laissa ses paroles résonner dans le silence. Cette personne a réussi à s'introduire dans la vie de Lord Edmond, continua-t-il, sous une fausse identité, avec un faux passé. Elle a gagné sa confiance, est devenue proche de lui, et elle a attendu. Mais Lord Edmond était plus perspicace qu'on ne le pensait. Il y a quelques semaines, il a commencé à avoir des soupçons, peut-être une ressemblance physique, peut-être un détail révélateur. Il a mené sa propre enquête et a découvert la vérité. C'est pour cela qu'il avait convoqué tout le monde ce soir-là. Il voulait démasquer l'imposteur publiquement. Oliver bondit de son fauteuil. « Alors qui est-ce? Qui est cet enfant » cria-t-il, le visage rouge de colère et d'anxiété. Poirot le regarda calmement. « La réponse est dans les détails, monsieur Oliver. Permettez-moi de les récapituler. Premièrement, cet enfant devait avoir 25 ans. Deuxièmement, Lord Edmond avait mentionné une marque de naissance, en forme de croissant, sur l'épaule gauche, comme trait distinctif de la famille. Troisièmement, cette personne devait avoir accès facile à Lord Edmond la nuit du meurtre et connaître suffisamment le manoir pour prendre la dague de la bibliothèque sans être vue. Miss Thornbury pâlit soudainement. Ses mains tremblèrent et son carnet tomba au sol. Le docteur Bellamy se leva à moitié de son fauteuil, mais se rassit, le visage livide. Lady Vivienne se retourna brusquement, ses yeux verts fixés intensément sur Poirot. « Continuez, monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix étrangement calme. Le détective hocha la tête. « J'ai examiné chaque suspect. Oliver semble avoir le bon âge. Mais un document que j'ai trouvé prouve que sa date de naissance a été falsifiée. Il a en réalité 27 ans. Il ne peut donc pas être l'enfant de 1910. Le docteur Bellamy a un mobile financier évident, mais il est trop âgé. » Poursuivit Poirot. Monsieur Caldwell connaissait Margaret Whitmore et aurait pu vouloir la venger, mais là encore, l'âge ne correspond pas. Miss Thornbury. Il se tourna vers la secrétaire qui le regardait avec des yeux agrandis par la peur. Miss Thornbury aimait Lord Edmond d'un amour silencieux et désespéré. Elle a même eu un enfant mort-né en 1920. Mais elle n'est pas l'enfant de Margaret.
La secrétaire sembla se détendre légèrement, bien que des larmes coulassent sur ses joues. « Non, » dit Poirot d'une voix forte, « l'enfant de Margaret Whitmore, le meurtrier de Lord Edmund Marston. » Il fit une pause dramatique, puis pointa son doigt vers la fenêtre. « Elle n'est pas dans cette pièce. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. « Comment ?» s'exclama Hastings. « Mais alors qui ?» Poirot sourit légèrement. « La personne que j'accuse n'est pas ici parce qu'elle s'est assurée de disposer de l'alibi parfait. Elle était présente au manoir, mais prétendait être ailleurs. Cette personne connaissait chaque recoin de cette demeure, chaque habitude de Lord Edmund, chaque secret de la famille. » Le détective se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Monsieur Caldwell, voulez-vous entrer, s'il vous plaît ?» Le majordome apparut dans l'encadrement, son visage habituellement impassible montrant maintenant une expression de profonde confusion. « Monsieur Caldwell, » dit Poirot gravement, « voudriez-vous retirer votre veste et votre chemise? Plus précisément, nous montrer votre épaule gauche ?» Le majordome pâlit considérablement. « Je ne comprends pas, monsieur. » Mais sa voix manquait de conviction. « Allons, monsieur Caldwell, » insista Poirot. « Ou devrais-je dire, James Whitmore. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Caldwell, ou plutôt James Whitmore, resta figé un long moment, puis ses épaules s'affaissèrent. Lentement comme un automate, il retira sa veste d'uniforme, puis déboutonna sa chemise. Sur son épaule gauche, clairement visible, se trouvait une marque de naissance, en forme de croissant, exactement comme Poirot l'avait prédit. Lady Vivienne porta une main à sa bouche, Oliver laissa tomber son verre, et le docteur Bellamy se leva brusquement. « Vous étiez l'enfant de Margaret » murmura Miss Thornbury, les larmes coulant librement sur son visage, James Whitmore, car c'était bien son véritable nom, se laissa tomber dans un fauteuil, le visage entre les mains. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Poirot s'assit face à lui. « Plusieurs indices, monsieur. Premièrement, votre âge. Vous dites avoir 50 ans, mais vous en paraissez beaucoup moins. J'estime que vous avez environ 25 ans. Deuxièmement, les lettres que j'ai trouvées dans votre chambre. Margaret appelait son ami d'enfance Jamie, diminutif de James. Mais vous ne pouviez pas être ce Jamie, trop âgé. Vous aviez pris son identité. Troisièmement, continua le détective, votre alibi pour le soir du meurtre. Vous prétendiez être à l'office avec les domestiques. Mais quand j'ai interrogé la cuisinière séparément, elle a mentionné que vous vous étiez absenté pendant environ 20 minutes vers 21h45, prétendant devoir vérifier quelque chose à l'étage. C'était suffisant pour monter chez Lord Edmund, le poignarder, mettre en scène la fenêtre ouverte et redescendre. Personne n'a trouvé cela suspect, car vous êtes le majordome. Vous avez l'habitude de circuler partout dans le manoir. James Whitmore releva lentement la tête. Son visage n'exprimait plus l'impassibilité du majordome parfait, mais une profonde douleur mêlée de colère. « Vous avez raison, monsieur Poirot. Surtout, je suis bien le fils de Margaret Whitmore et de Lord Edmund Marston. Ma mère est morte quand j'avais 6 mois. Je ne me souviens pas d'elle. J'ai été élevé à l'orphelinat St. Mary, dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer. Froid, faim, coups, humiliation quotidienne. Tout cela parce que mon père avait été trop lâche pour assumer ses responsabilités. Quand l'orphelinat a fermé en 1920, j'avais 10 ans, poursuivit-il d'une voix monotone, comme s'il récitait une histoire apprise par cœur. J'ai été placé dans une ferme où je travaillais du matin au soir pour quelques pennies et un bout de pain. À 15 ans, je me suis enfui. J'ai survécu dans les rues de Londres, volant pour manger, dormant sous les ponts. Et puis, un jour, j'ai entendu parler du manoir Marston et de son riche propriétaire. J'ai fait des recherches et j'ai découvert la vérité sur ma naissance. La haine perçait maintenant dans sa voix. J'ai passé 2 ans à me préparer, continua James. J'ai appris le métier de majordome. J'ai perfectionné mon éducation. J'ai créé une fausse identité en utilisant le nom du véritable James Caldwell
un homme qui était mort pendant la guerre. Puis je me suis présenté au manoir Marsden il y a 5 ans. Lord Edmund m'a engagé sans se douter de rien. Pendant 5 ans, j'ai vécu sous son toit. Je l'ai servi. J'ai enduré de le voir vivre dans le luxe, pendant que le souvenir de ma mère morte et de mon enfance, horrible, me hantait chaque nuit. « Pourquoi avoir attendu 5 ans ?» demanda Poirot doucement. James eut un sourire amer. « Parce que je voulais qu'il souffre. Je voulais qu'il me voie chaque jour, qu'il dépende de moi, qu'il me fasse confiance. Et puis, je voulais être sûr de mon plan. Je n'aurais qu'une seule chance. Mais il y a 3 semaines, tout a changé. Lord Edmund a commencé à me regarder différemment. Il a fait venir un médecin de Londres pour examiner ma marque de naissance. Il avait deviné la vérité. J'ai su qu'il allait me dénoncer. Lady Vivienne intervint, sa voix tremblante. Mais il voulait vous reconnaître. Il voulait changer son testament en votre faveur. Miss Thornbury nous l'a dit. Il voulait réparer ses erreurs. James la regarda avec des yeux pleins de larmes et de rage. Réparer? Comment pouvait-il réparer 25 ans de souffrance? Comment pouvait-il ramener ma mère à la vie? Ses remords tardifs ne changeaient rien. Il était trop tard, beaucoup trop tard. Le seul soulagement que je pouvais trouver, c'était la vengeance. Je voulais ce qu'il meure en sachant que c'était son propre fils qui le tuait. Le soir du meurtre, continua James d'une voix plus calme. Je l'ai attendu dans sa chambre, caché derrière les rideaux. Quand il est entré après avoir quitté le salon, je me suis révélé. Je lui ai dit qui j'étais, vraiment. Vous auriez dû voir son visage, la surprise puis la reconnaissance, puis la joie, oui de la joie. Il m'a tendu les bras, comme s'il voulait m'embrasser. Il m'a appelé mon fils, mais c'était trop tard. J'avais la dague de la bibliothèque, que j'avais prise plus tôt dans la soirée. Je l'ai plantée dans son dos, sans hésiter. Le silence qui suivit cette confession était pesant. Personne n'osait bouger, respirer. James continua, semblant soulagé de pouvoir enfin dire la vérité. J'ai ouvert la fenêtre pour faire croire à une entrée extérieure. J'ai fouillé le bureau pour simuler un vol. Puis je suis redescendu calmement à l'office. Personne n'a rien soupçonné. Le majordome invisible, toujours présent, mais jamais remarqué. C'était le crime parfait. Il regarda Poirot avec une sorte d'admiration amère. « Mais vous avez tout deviné, monsieur Poirot. Vous êtes aussi brillant qu'on le dit. » Poirot secoua tristement la tête. « Il n'y a aucune gloire dans la résolution d'une telle tragédie, monsieur Whitmore. Votre histoire est terrible, votre souffrance était réelle. Mais le meurtre n'est jamais la réponse. Lord Edmund était prêt à vous reconnaître, à partager sa fortune, à vous offrir enfin l'amour d'un père. Vous avez tué la seule chance de rédemption que vous aviez tous les deux. » James baissa la tête, et pour la première fois, ses épaules furent secouées de sanglots. Toute la rage accumulée pendant des années s'échappait enfin, ne laissant qu'un jeune homme brisé qui avait perdu sa mère, son père, et maintenant sa liberté. La police arriva au manoir Marsden le lendemain matin, dès que les routes furent praticables. L'inspecteur Japp, vieil ami de Poirot, écouta attentivement le récit du détective et les aveux de James Whitmore. Le jeune homme fut arrêté sans résistance, acceptant son sort avec une résignation fataliste. Alors qu'on l'emmenait, il se tourna une dernière fois vers l'assemblée réunie dans le hall d'entrée. « Je ne regrette rien, » dit-il d'une voix claire, « sauf peut-être de n'avoir pas écouté ses derniers mots. Il voulait me dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. » Miss Thornbury s'avança, les yeux rougis par les larmes. « Je sais ce qu'il voulait vous dire, » murmura-t-elle. « Il me l'avait confié quelques jours avant sa mort. » Elle sortit une enveloppe de son éternel carnet. Il avait écrit une lettre pour vous, au cas où il vous trouverait. Il voulait vous la remettre le soir de la réunion, après vous avoir révélé publiquement comme son héritier légitime. Elle tendit l'enveloppe à James, qui la prit d'une main tremblante. « Je vous en prie, lisez-la. Vous lui devez au moins cela. » James ouvrit l'enveloppe avec des gestes maladroits. La lettre était écrite de la main même de Lord Edmund, son écriture élégante tremblant légèrement vers la fin. « Mon fils, commençait-elle, car tu es mon fils.
même si j'ai été trop lâche pour te reconnaître pendant tant d'années. Je sais maintenant qui tu es. J'ai vu la marque de naissance. J'ai reconnu les yeux de ta mère dans ton regard. Chaque jour, tu étais devant moi, et je ne t'ai pas vu. Quelle ironie cruelle du destin. James lisait, les larmes coulant librement sur ses joues. Je ne te demande pas de me pardonner, continuait la lettre. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai abandonné la femme que j'aimais et l'enfant que nous avions conçu ensemble. Par lâcheté, par orgueil, par souci des conventions sociales. Margaret est morte à cause de moi, et tu as souffert à cause de moi. Mais sache ceci, pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à elle, sans que je me demande ce qu'était devenu notre enfant. J'ai cherché pendant des années sans te trouver, et maintenant que je t'ai retrouvé, je veux réparer ce qui peut l'être. Je vais changer mon testament, poursuivait Lord Edmund. Tu hériteras de tout, le manoir, la fortune, le nom. Tu es un Marsden, James, mon fils unique et légitime. Je proclamerai cette vérité devant le monde entier, quelles qu'en soient les conséquences. Et si tu peux trouver dans ton cœur, ne serait-ce qu'une once de compassion pour un vieil homme plein de remords, donne-moi la chance de te connaître, de t'aimer comme un père devrait aimer son fils. Donne-nous à tous deux la chance d'une rédemption, même tardive. Ton père qui t'aime, Edmund Marsden. James termina la lecture et resta immobile, la lettre tremblant entre ses mains. Il voulait me reconnaître, vraiment, pas juste par culpabilité, mais par amour. Sa voix se brisa, et je l'ai tué. J'ai tué mon propre père, alors qu'il voulait enfin être un père pour moi. Il s'effondra à genoux, secoué de sanglots déchirants. Même l'inspecteur Japp, homme endurci par des années de service, détourna le regard, ému par cette tragédie. Poirot s'agenouilla près du jeune homme et posa doucement une main sur son épaule. « Le poids de ce que vous avez fait vous accompagnera toute votre vie, mon garçon. C'est votre punition, bien plus que la prison. » Lady Vivienne s'approcha lentement. Elle contempla James avec une expression complexe, mêlant pitié, colère et tristesse. « Vous étiez mon cousin, » dit-elle doucement. « Si seulement vous aviez attendu, si seulement vous aviez écouté, nous aurions pu être une famille. » Oliver, à ses côtés, acquiesça silencieusement. Le docteur Bellamy essuya ses yeux avec un mouchoir. Même lui, qui avait tant à perdre d'une nouvelle répartition de l'héritage, semblait touché par l'ampleur de la tragédie. Miss Thornbury pleurait ouvertement, tenant la photographie de Lord Edmund contre son cœur. L'inspecteur Japp fit signe à ses hommes d'emmener James. Alors qu'il passait devant Poirot, le jeune homme s'arrêta. « Merci, monsieur Poirot, » dit-il d'une voix éteinte. « Merci de m'avoir donné la vérité. C'est la seule chose qui me reste maintenant. » Le détective belge hocha gravement la tête. « La vérité est tout ce que je peux offrir, monsieur Whitmore. Ce que vous en ferez dépend de vous. » Les policiers emmenèrent James Whitmore hors du manoir Marsden, probablement pour toujours. Le silence qui suivit son départ était lourd de tristesse et de regret. Lady Vivienne se tourna vers Poirot. Que va-t-il se passer maintenant? Pour le testament? Pour l'héritage? Le détective haussa les épaules. Cela dépendra des tribunaux. Légalement, James Whitmore était bien le fils de Lord Edmund, même s'il n'a jamais été reconnu officiellement. Mais un meurtrier ne peut hériter de sa victime. La loi est claire sur ce point. Miss Thornbury intervint, sa voix tremblante mais déterminée. Lord Edmund aurait voulu que quelque chose de bon sorte de cette tragédie. Je propose que nous utilisions une partie de l'héritage pour créer une fondation en mémoire de Margaret Whitmore, destinée à aider les enfants orphelins. Oliver acquiesça vigoureusement. C'est une excellente idée. Nous pourrions construire un orphelinat moderne, avec de vraies conditions de vie décentes. Ainsi, d'autres enfants n'auront pas à souffrir comme James a souffert. Le docteur Bellamy, qui s'était tenu silencieux jusqu'alors, ajouta
Je renonce à ma part de l'héritage. Considérez cela comme ma contribution à cette fondation. Lord Edmund m'a fait confiance pendant des années. Je ne mérite pas de profiter de sa mort. » Lady Vivienne le regarda avec surprise et respect. Peut-être y avait-il plus de noblesse dans cet homme qu'elle ne l'avait cru. Le capitaine Hastings, qui avait observé toute la scène avec émotion, se tourna vers son ami. « Poirot, c'est la première fois que je vous vois aussi triste après avoir résolu une affaire. » Le détective belge soupira profondément. « C'est parce qu'il n'y a pas de vainqueur dans cette histoire, Hastings. Seulement des victimes. Margaret Whitmore, morte de désespoir. Lord Edmund, tué par son propre fils. Et James, un jeune homme dont la vie a été détruite avant même de commencer. Qui peut se réjouir d'une telle résolution ?» Il regarda par la fenêtre le paysage enneigé, comme s'il cherchait une réponse dans la blancheur immaculée. 3 mois plus tard, Poirot reçut une lettre de Miss Thornbury. Elle lui écrivait depuis le manoir Marsdon, où elle continuait à travailler, maintenant au service de Lady Vivienne, qui avait hérité de la propriété. « Cher monsieur Poirot, » commençait la lettre, « je tenais à vous informer des développements survenus depuis votre départ. Le procès de James Whitmore s'est tenu le mois dernier, malgré ses aveux complets et l'absence de circonstances atténuantes légales. Le jury a été profondément ému par son histoire. Il a été condamné à la prison à perpétuité, mais le juge a recommandé une possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Lady Vivienne et Oliver lui rendent visite régulièrement en prison, » continuait Miss Thornbury. « Ils considèrent qu'il est de leur devoir familial de maintenir un lien avec lui, malgré ce qu'il a fait. Oliver en particulier semble avoir été transformé par cette affaire. Il a remboursé toutes ses dettes, renoncé au jeu d'argent et travaille activement sur le projet de la fondation Margaret Whitmore. Le jeune homme frivole qu'il était a disparu, remplacé par quelqu'un de plus réfléchi et responsable. » Poirot sourit en lisant ces lignes. Au moins quelque chose de positif émergeait de cette tragédie. Le docteur Bellamy a tenu parole, poursuivait la lettre. Il a renoncé à son héritage et a même fait don d'une somme considérable de ses propres économies à la fondation. Il dit qu'il veut se racheter de ses années de faiblesse. L'orphelinat Margaret Whitmore ouvrira ses portes au printemps prochain, dans un bâtiment magnifique construit sur les terres du manoir. Il accueillera 50 enfants et leur offrira une éducation complète, de l'amour et surtout l'espoir d'un avenir meilleur. Lord Edmund aurait été fier, j'en suis certaine. Quant à moi, écrivait Miss Thornbury, j'ai trouvé une forme de paix. Lady Vivienne a découvert mon secret, mon amour pour Lord Edmund, l'enfant que j'ai perdu. Loin de me juger, elle m'a offert son amitié et sa compréhension. Nous travaillons ensemble maintenant, non plus comme maîtresse et employée, mais comme 2 femmes qui ont aimé le même homme et qui pleurent ensemble sa perte. Le manoir Marsdon était moins sombre ces jours-ci. Nous avons ouvert les rideaux, laissé entrer la lumière. Peut-être est-ce notre façon de dire au revoir aux fantômes du passé. James m'écrit régulièrement de prison, révélait la lettre. Ces lettres sont remplies de remords, mais aussi d'une étrange sérénité. Il dit qu'il a enfin trouvé son identité. Il n'est plus l'orphelin sans nom, ni le majordome invisible. Il est James Marsdon Whitmore, fils de Margaret et Edmund, et il porte ce nom avec une fierté teintée de tristesse. Il étudie en prison, lit énormément et aide les autres prisonniers. Il dit que c'est sa façon de racheter, ne serait-ce qu'un peu, le mal qu'il a fait. Il vous remercie, monsieur Poirot, de lui avoir révélé la vérité sur l'amour de son père. Poirot replia soigneusement la lettre et la rangea dans son bureau. Il se leva et s'approcha de la fenêtre de son appartement londonien. Le printemps arrivait, chassant les dernières traces de l'hiver qui avait vu le drame du manoir Marsdon. Il pensa à toutes les personnes impliquées dans cette affaire, les vivants qui tentaient de reconstruire leur vie, et les morts dont les secrets avaient causé tant de douleur. La vérité libère parfois,
murmura-t-il à lui-même, mais elle peut aussi emprisonner pour toujours. Le capitaine Hastings entra à ce moment, portant le plateau du thé. « À quoi pensez-vous, Poirot ?» demanda-t-il en versant le liquide fumant dans les tasses. « Encore à l'affaire Marsden ?» Le détective hocha la tête. « Oui, mon ami. Cette affaire me rappelle que même les mystères les plus complexes ont leurs racines dans les émotions humaines les plus simples. L'amour, la haine, le désir de reconnaissance. James Whitmore voulait simplement être vu, être reconnu, être aimé. Malheureusement, il a cherché cette reconnaissance dans la vengeance, plutôt que dans le pardon. « Croyez-vous qu'il trouvera un jour la paix ?» demanda Hastings. Poirot sirota son thé pensivement. « Je ne sais pas, mais je crois qu'il a commencé le chemin vers la rédemption. Le fait qu'il accepte sa punition, qu'il essaie d'aider les autres, qu'il maintienne le contact avec sa famille retrouvée, ce sont des signes d'espoir. La vie de James Whitmore a été une tragédie, mais peut-être que la fin de son histoire sera différente. Nous ne pouvons qu'espérer. » Il leva sa tasse, dans un toast silencieux, aux âmes perdues du manoir Marsden. Les mois passèrent, puis les années. L'affaire du manoir Marsden devint l'une des nombreuses enquêtes résolues par le célèbre Hercule Poirot. Mais contrairement à d'autres cas, celle-ci resta gravée dans sa mémoire d'une manière particulière. Ce n'était pas le mystère le plus complexe qu'il avait résolu, ni le plus dangereux, mais c'était peut-être le plus humain, le plus touchant, car il avait vu comment les erreurs du passé peuvent tenter le présent, comment un amour refusé peut se transformer en haine, et comment la tragédie peut parfois mener à la rédemption. 10 ans plus tard, par un après-midi ensoleillé de juin, Poirot reçut une visite inattendue. Un homme dans la trentaine, élégamment vêtu, mais avec quelque chose d'humble dans sa posture, fut annoncé par son valet. « Monsieur James Marsden Whitmore sollicite un entretien, monsieur. » Poirot se leva, surpris, mais curieux. James avait donc été libéré. « Faites-le entrer, ça il vous plaît. » L'homme qui entra n'avait plus rien du majordome qu'il avait été, ni du jeune homme brisé qui avait avoué son crime. C'était un homme qui avait trouvé une certaine paix. « Monsieur Poirot, » dit James en serrant la main du détective, « je sais que ma visite est présomptueuse, mais je voulais vous voir en personne pour vous remercier. » Ils s'assirent, et Poirot observa attentivement son visiteur. Les années de prison avaient marqué son visage, mais ses yeux reflétaient une clarté qui n'y était pas auparavant. « Vous remercier ?» demanda le détective. « Pour vous avoir envoyé en prison ?» James sourit légèrement. « Pour m'avoir sauvé, si vous ne m'aviez pas arrêté, si vous ne m'aviez pas révélé la vérité sur mon père, j'aurais vécu le reste de ma vie avec la haine comme seule compagne. » « Je suis sorti de prison il y a 6 mois, » expliqua James. « Libération conditionnelle pour bonne conduite. Lady Vivienne et Oliver m'ont accueilli au manoir Marsden. Oui, j'y vis maintenant. Pas comme majordome, mais comme membre de la famille. Nous avons transformé une aile du manoir en maison pour moi. C'est étrange, surréaliste même, de vivre dans cette demeure, non plus comme un domestique, mais comme celui que j'aurais dû être depuis le début. » Sa voix tremblait légèrement d'émotion. « Vivienne m'appelle son cousin. Oliver me considère comme un oncle pour ses enfants. » Poirot écoutait, fasciné. « Vous avez trouvé votre place, finalement. » James acquiesça. « Oui, mais à quel prix? J'ai tué mon père pour une vengeance qui n'avait pas lieu d'être. J'ai privé le monde d'un homme bon, qui voulait réparer ses erreurs. Rien ne pourra jamais effacer cela. Mais j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à honorer sa mémoire. » Il sortit une photographie de sa poche. Elle montrait un bâtiment moderne et lumineux, entouré de jardins verdoyants. La fondation Margaret Whitmore. Nous avons aidé plus de 200 enfants en 10 ans. Je travaille là-bas maintenant, continua James avec fierté. Je m'occupe des enfants qui, comme moi autrefois, ont été abandonnés, rejetés. Je leur donne ce que je n'ai jamais eu. De l'amour, de la stabilité, l'espoir d'un avenir.
C'est ma pénitence, mais c'est aussi ma joie. Chaque enfant que nous sauvons, c'est une victoire contre le destin qui a détruit ma mère et failli me détruire. » Poirot sentit une émotion rare l'envahir. Cette transformation était remarquable. James Whitmore avait transformé sa tragédie en quelque chose de beau. « Miss Thornbury est décédée l'année dernière », annonça James doucement. Paisiblement, dans son sommeil. Elle avait 70 ans. Avant de mourir, elle m'a appelé à son chevet. Elle m'a dit qu'elle pardonnait mon crime, parce qu'elle comprenait la douleur qui l'avait motivée. Elle m'a dit aussi que Lord Edmund lui était apparu en rêve, et qu'il me pardonnait également. James essuya une larme. « Je ne sais pas si je crois aux rêves, monsieur Poirot, mais je veux croire qu'il m'a pardonné. C'est tout ce que je peux espérer. » Poirot se leva et posa une main sur l'épaule de James. « Vous avez fait quelque chose de terrible, mon jeune ami, mais vous avez aussi fait quelque chose d'admirable. Vous avez transformé votre obscurité en lumière. Vous avez pris votre douleur et l'avez utilisée pour empêcher d'autres de souffrir. C'est la vraie rédemption, pas l'oubli du passé, mais la transformation du futur. » James leva les yeux vers lui, et Poirot vit dans ce regard une gratitude profonde. « Votre père serait fier de l'homme que vous êtes devenu. J'en suis certain. » Ils parlèrent encore un moment, James racontant les progrès de la Fondation, les enfants qui avaient trouvé des familles aimantes, ceux qui avaient poursuivi des études brillantes. Il parla aussi de sa propre vie. Il s'était marié 2 ans auparavant avec une enseignante de la Fondation, une femme qui connaissait son passé et l'aimait malgré tout. Ils attendaient leur premier enfant. « Je vais l'appeler Edmund si c'est un garçon, Margaret si c'est une fille, » dit-il avec un sourire, « pour honorer mes parents, pour que leur histoire, même tragique, ne soit pas oubliée. » Quand James prit congé, Poirot le raccompagna jusqu'à la porte. « Monsieur Poirot, » dit le jeune homme en se retournant une dernière fois, « vous m'avez dit un jour que la vérité était tout ce que vous pouviez m'offrir. Vous aviez raison, cette vérité m'a brisé, mais elle m'a aussi reconstruit. Sans elle, je serais resté prisonnier de ma haine. Merci de m'avoir libéré. » Il serra la main du détective avec chaleur, puis disparut dans la rue londonienne ensoleillée, marchant vers son avenir avec une démarche légère. Poirot retourna à son fauteuil et s'assit lentement. Il pensa à toutes les affaires qu'il avait résolues, à tous les meurtriers qu'il avait démasqués. Mais peu l'avaient touché comme James Whitmore, car cette histoire n'était pas simplement celle d'un crime et de son châtiment. C'était l'histoire de la façon dont les erreurs d'une génération peuvent détruire la suivante, mais aussi comment l'amour et le pardon peuvent finalement triompher, même après la tragédie la plus noire. « Oui, » murmura-t-il, « peut-être y a-t-il de l'espoir, après tout. » Le capitaine Hastings, qui avait discrètement écouté une partie de la conversation, s'approcha. « C'est une belle fin, Poirot. Presque heureuse malgré tout. » Le détective hocha la tête. « Pas heureuse, Hastings. Douce amère. Lord Edmund est toujours mort. Margaret Whitmore reste une victime. Mais oui, il y a de la beauté dans cette fin. James a transformé sa douleur en compassion, sa haine en amour. Si seulement tous les meurtriers pouvaient trouver ce chemin vers la rédemption. » Il soupira doucement. « Mais ils ne le peuvent pas. James est l'exception, pas la règle. » « Pourquoi croyez-vous qu'il y soit parvenu ?» demanda Hastings. Poirot réfléchit longuement avant de répondre. Parce qu'au fond, James n'était pas un meurtrier né. Il était un enfant blessé qui a commis un acte terrible dans un moment de rage et de douleur. Mais il avait encore une conscience, une capacité à ressentir du remords, un désir d'être meilleur. C'est cette étincelle d'humanité qui l'a sauvé, et aussi l'amour de sa famille retrouvée. Lady Vivienne et Oliver auraient pu le rejeter. Au lieu de cela, ils lui ont offert le pardon et l'acceptation. C'est ce pardon qui a permis sa transformation. Le soleil déclinait, jetant une lumière dorée dans l'appartement de Poirot. Le détective ferma les yeux, laissant la chaleur du soleil réchauffer son visage. Il pensa au manoir Marsdon, maintenant rempli de rires d'enfants grâce à la Fondation.
Il pensa à James, qui allait devenir père et offrir à son enfant l'amour qu'il n'avait jamais connu. Il pensa à Lady Vivienne et Oliver, qui avaient trouvé la force de pardonner l'impardonnable. Et il pensa à Lord Edmund et Margaret, dont l'histoire d'amour tragique avait finalement, après tant de souffrances, abouti à quelque chose de beau. Le mystère du manoir Marsdon, dit doucement Poirot, n'était pas seulement de découvrir qui avait tué Lord Edmund, c'était de comprendre pourquoi, et surtout, de montrer que même après le crime le plus terrible, la rédemption reste possible. C'est peut-être la plus importante leçon que cette affaire m'ait enseignée. Hastings acquiesça, ému. « Vous êtes un détective, Poirot, mais aussi un humaniste. » Le détective belge sourit. « Un humaniste? Peut-être, mais surtout un homme qui croit que derrière chaque mystère se cache une vérité humaine. Et c'est cette vérité qui m'intéresse le plus.